la chronique et à Caroline de nous accueillir pour d'abord pour la présentation de François et la Desnoyers et de Nunc. Nunc, je vais d'abord en faire une présentation générale en quelques minutes avant de laisser la parole à Jérôme qui nous parlera de Pascal Quignard, auquel on a consacré un fort dossier dans le dernier numéro. Alors j'ai l'habitude de dire qu'il faut être ou fou ou totalement inconscient pour lancer une revue. Voire les deux. Depuis l'automne dernier, je dis en fait que quelqu'un qui lance une revue est animé, au même titre qu'un artiste, un écrivain, un poète, par un daimon. Je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle revue qui est née au printemps, dirigée par Raluca Bellandri, qui s'appelle Daimon. Et voilà, elle essaye d'aller rechercher ce qui au fin fond de chaque écrivain, les pousse à écrire, à créer. Nunc est né en fait en 2002, dans la foulée, dans le sillage plutôt, d'une autre revue qui s'appelait l'Odyssée, à laquelle j'avais participé, qui avait été fondée par Michael Dumont. D'ailleurs, de l'Odyssée, j'ai repris le format et le principe des adjectifs. À chaque fois, vous avez Nunc numéro temps, revue, poétique, littéraire, musicale, on a eu aussi marginal, etc., politique aussi. Donc voilà, deux principes aussi qui étaient un peu un écho et un hommage à Michael Dumont, qui m'a initié, je dirais, qui m'a transmis le virus de la revue. Les références aussi étaient beaucoup plus anciennes. C'était l'Athénaïum des frères Schlegel, que j'ai beaucoup lu quand j'étais étudiant et qui m'ont profondément influencé. C'était Le Grand Jeu de René Daumal, 4 numéros, mais revue aujourd'hui mythique. C'était aussi La Révolution surréaliste, même si Nunc est sur un tout autre registre. C'était des revues aussi très, très élégantes, très raffinées, comme les revues d'André Duboucher, l'éphémère, etc. Enfin, toutes ces grandes revues avec un très beau papier, grand format. Donc voilà, et je voulais donc que Nunc soit en même temps qu'une revue de réflexion, d'analyse, soit une revue de création, et donc un geste esthétique. C'est pour ça qu'il y a un artiste qui accompagne chaque numéro. L'artiste ne venant pas illustrer les textes, ce qui serait un peu à la fois bateau et je trouve complètement inutile, mais le geste de l'artiste participant au geste même de la revue. J'aime aussi beaucoup cette citation de Jean Paulhan qui disait qu'il y a une poétique de la revue et qu'en cela, la revue est un genre en soi. Et que, pour moi, il se trouve qu'un homme qui crée une revue est comme un créateur par procuration, en fait, puisque c'est à travers les autres qu'il met en scène et qu'il organise, je dirais, le sommaire. C'est de cette façon-là que son œuvre passe. Donc, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, a une dimension spirituelle, voire théologique. C'est aussi pour mettre en avant cette dimension de la pensée contemporaine que j'ai lancé cette revue, tout simplement parce que dans les années 90, je me souviens que j'avais le sentiment que d'un côté, il y avait les revues littéraires, surtout poétiques, et de l'autre, des revues purement spirituelles comme Christus, Études, etc., et que ces milieux s'ignoraient totalement, avec une exception, la revue Conférence, qui est née, si mes souvenirs sont bons, en 91 ou 93, 95. Voilà, c'était la seule qui s'essayait à construire des ponts entre les différents champs de pensée et également politiques chez Conférence. Donc à consacrer, quand on regarde les sommaires, on a l'impression que l'on va un peu dans tous les sens, mais comme dit Franck Damour, à chaque fois, dans la manière d'approcher un artiste, un écrivain, un penseur, un théologien également, nous en avons mis en avant plusieurs, nos choix en fait sont hantés dans un terreau spirituel qui est très large, qui n'est pas celui seulement du christianisme, mais qui est aussi celui du judaïsme, puisqu'on a consacré un dossier à Iti Isloum, de l'islam. Un des derniers dossiers est consacré à Adonis. Adonis est athée, mais enfin, il y a toute cette culture de l'islam qui nourrit sa poésie et sa pensée. Voilà, donc c'est une revue pour le moins très ouverte. Donc, on ne sait en 15 ans rien interdit. On a consacré des dossiers à des réalisateurs comme Terrence Malick, Bell Lattar, Tarkovsky, des poètes, donc comme j'ai déjà évoqué Adonis, mais il y a eu aussi Jean-Pierre Lemaire, Guy Goffet, Pierre-Emmanuel. Voilà, on a aussi salué quelques grands anciens que l'on estimait aujourd'hui trop oubliés. On a rangé aujourd'hui Pierre-Emmanuel un peu du côté de, je sais pas, les poètes cathos, alors qu'en fait, il y a des poèmes d'une, enfin, l'expression est un peu bateau, mais d'une modernité, mais
on n'écrit même plus comme ça, avec comment dire, une tentative dans le langage qui vaut je sais pas, un Philippe Beck, par exemple, ou un hospitalier, je veux dire, même dans le côté de dénonciation de mots apparemment sans aucun sens, même des onomatopées, il y a des poèmes comme ça chez Pierre-Emmanuel qu'on a complètement oublié. Voilà, du côté de la théologie, on s'est intéressé à Urs von Balthasar, dirigé par Jérôme de Gramont ici présent, philosophe, professeur à la Cato à Paris. Côté philo, on s'est intéressé à Jean-Luc Marion, à Jean-Louis Chrétien, et je dirais également à ces écrivains qui sont à la frontière entre la philosophie et la poésie, comme Roger Munier. Qui encore, Jérôme? J'en oublie peut-être. Munier, c'était très émouvant, parce que il est mort au moment où on publiait le numéro. Donc j'ai dû recevoir une des dernières lettres qu'il ait écrites. Voilà. Ouais. Au moment où on lui demandait des inédits. On avait un entretien au moins écrit avec lui. Ouais. Voilà, et alors 15 ans après, on en est au 46e numéro. Il paraît que c'est pas mal pour une revue, puisque beaucoup ne dépassent pas le cap des 10 numéros. Nous irons jusqu'au numéro 50, ça c'est acquis. Et ensuite, je me pose la question de passer à autre chose. Mais à une autre revue, parce que je ne peux pas me passer d'une revue. En revanche, ce sera une revue beaucoup plus virulente, politique, avec aussi une réflexion sur, je dirais, l'ordre économique, ou le désordre économique, qui s'accompagne d'un désordre social. La place des écrivains sera forcément toujours prééminente. Tout simplement parce que, pour reprendre cette citation de Louis-René Desforêts, un extrait d'un texte qui s'intitule « Le droit à la vérité », paru en 1958 dans le premier numéro de la revue 14 juillet, titre non sans référence politique. Je cite Louis-René Desforêts: « Il appartient à un écrivain de lutter avec ses propres armes contre ceux qui, partout dans le monde, à des fins inavouables, » et là je pense à nos chers politiques, économiques, etc., contre ceux qui, partout dans le monde, à des fins inavouables, mésusent du langage. Et je crois que, alors c'est peut-être parce que je n'y prêtais pas attention, c'est peut-être parce que je me suis fermé à cette urgence dans les années, je dirais 90, et que au début des années 2000, je me suis surtout concentré sur les questions spirituelles, philosophiques, théologiques, littéraires, et que j'ai délaissé le politique. Mais il m'apparaît aujourd'hui qu'il est plus urgent que jamais d'y revenir et de redescendre dans l'arène. Avec tout ce que ça peut avoir, on le sait, les écrivains, on en a eu quand même plein le XXe siècle, hein, qui se sont mêlés de politique, et ils ne l'ont pas toujours fait de façon très, comment dire, ils l'ont fait de façon, comment dire, authentique, ils l'ont fait de façon noble, mais parfois en se noyant dans l'idéologie et donc en trahissant. Voilà, il y a quand même eu une forme de trahison d'éclair, pour reprendre un grand titre de Julien Bindin. Voilà, en fait, ce sont des lectures, par exemple, comme une lecture récente d'un livre paru chez Gallimard qui s'appelle Du temps acheté, de Wolfgang Streeck, un économiste allemand, qui fait, je ne vais pas vous faire le contenu du livre, mais qui nous fait l'analyse des crises depuis le début des années 70. Et je vous invite à lire ce livre parce que c'est réellement... c'est grave, c'est réellement grave. Voilà. Et un tout petit livre également de François Bilter, Jean-François Bilter, qui s'appelle Demain l'Europe, qui vient de paraître chez Alia. C'est début janvier, c'est un petit bijou, 35 pages de texte. Et qui, alors pourquoi je cite ce livre? Parce que dans Nunc, au tout début, il y avait 3 axes: spiritualité, poésie et Europe. Et il y a 15 ans, je défendais l'idée d'une Europe plus que fédérale. C'était une Europe des régions, avec l'abandon de nos États-nations, etc. Et je n'ai strictement pas réussi du tout à creuser cette question politique de l'Europe dans Nunc. Et j'espère pouvoir le faire dans la prochaine revue. Voilà, donc je vais passer maintenant la parole à Jérôme de Gramont, qui va nous évoquer ce Nunc. Je vais peut-être aller le chercher pour vous servir de support.
je vais dire deux mots sur ce dossier, peut-être qu'il dit quelque chose aussi de la revue et des raisons pour lesquelles on peut travailler dans le Quignard, je le lis depuis des siècles. Mais quelqu'un qui écrit, c'est d'abord quelqu'un qui lit beaucoup. Se nourrit comme ça d'un petit nombre d'auteurs qu'on lit, sur lesquels on revient sans cesse, qui sont à la fois très beaux et très profonds. Et justement, avec cette profondeur spirituelle de quelqu'un qui n'est pas dans une affirmation de la foi, mais qui touche à des choses essentielles. Donc moi, Quignard m'a toujours beaucoup appris. À l'origine de ce dossier, il y a une journée. Cette journée me faisait très peur. Et je suis un universitaire, je suis pris dans des choses académiques. J'ai absolument. Je suis obligé d'organiser des journées d'études, des colloques, etc. J'aime pas ça. Mais c'est quand même des occasions. Pour échapper au cadre universitaire, j'ai organisé cette journée en invitant que des amis qui ne se connaissaient pas forcément et qui avaient tous lu Quignard avec des degrés différents. Il y avait ceux qui l'avaient énormément lu, puis ceux qui le connaissaient un peu. Voilà. Et donc, on était deux philosophes, un ami en lettres, un historien, un psychanalyste. Je ne suis pas sûr qu'on l'oublier, si sûrement. Enfin, voilà, il fallait cette rencontre-là. Et donc, rencontre, c'est pour moi un mot très important. Je ne sais pas s'il y a un adjectif qui correspond à ça dans la kyrielle des adjectifs qui ont défilé sur les couvertures de Nook, mais c'est une rencontre comme ça de gens qui viennent d'horizons différents, qui ont des pensées différentes. Je pense qu'à Nook, on est extrêmement différents. On est capable de se rencontrer. C'est quelque chose qui est essentiel. De toute façon, avec Réginald, on a des différences politiques énormes. C'est évident. Mais c'est absolument non grave. Donc, cette journée Quignard, je proposais aussitôt qu'on la publie dans la revue, parce qu'elle me semblait intéressante par cette confluence de discours philosophiques, psychanalytiques, historiques et littéraires, pour rendre compte d'une œuvre qui est pour moi majeure, et puis parce que Quignard lui-même était présent. Donc il a écrit un texte très court mais très beau, là aussi pour moi extrêmement émouvant, parce qu'il a vraiment écrit en fonction de ce que j'avais construit autour de cette journée. Et puis il y a eu un entretien que vous avez mené et où il a dit 2-3 choses que je trouve très importantes. Voilà. Donc ce numéro, au moins ce dossier, il est pour moi représentatif de l'esprit dans lequel on travaille. Donc rencontre mais aussi ouverture, avec une exigence qui est quand même une exigence littéraire, une exigence forte. Et ça donne un dossier où il y a en plus des illustrations qui sont extraordinaires, parce qu'il se trouve qu'à côté du dossier, Quignard, il y a un cahier bougie avec qui vaut déjà par lui-même. Je ne sais pas si ça suffit. Vous pourrez le feuilleter si vous avez des questions, n'hésitez pas. Gucci, je ne sais pas si vous voyez qui est cet artiste. C'est un artiste qui vient de Géorgie, qui est arrivé, je crois, il a fui le bloc soviétique au début des années 70. Même après, parce que son fils Stéphane Barsak est né à Moscou. Et qui travaille, donc c'est un sculpteur, qui travaille l'argent, l'or, les pierres précieuses, mais pas les pierres classiques comme l'émeraude, etc. Enfin, je veux dire, ce sont des pierres rares. Et donc il a commencé à faire beaucoup d'objets, ça peut être des animaux ou des plats, et ensuite il a eu énormément de commandes
vu le caractère très, très fin et très, je dirais, somptueux de par les matériaux qu'il utilise. Il a eu beaucoup de commandes de monastères, d'églises, etc. Donc c'est le paradoxe. Aujourd'hui, il est plus connu pour son travail dans les églises, alors que tout le début de sa carrière est absolument pas religieux. Voilà, il y a la galerie Claude Bernard qui l'expose en continu, et ces 10 derniers jours, il était à la Brafa de Bruxelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mêle en fait des traditions très anciennes, comme celle de la Géorgie, mais aussi de la Mésopotamie à l'époque antique, même l'art mérovingien, la façon d'incruster les pierres, voilà, tout ça est très étonnant et complètement atypique par rapport au monde de la sculpture contemporaine. Et juste pour finir sur ce numéro, il y a aussi un cahier Philippe Cadic. Ça peut paraître, c'est long que ça, voilà, on peut mettre du Quignard avec du Cadic et du Gucci, qui est un écrivain, donc, vous savez, de science-fiction, mais qui a eu notamment dans ses journaux une réflexion, je ne sais pas comment la qualifier, parce qu'on dit aussi qu'il était quand même à moitié fou quand il écrivait ça. Comment ? 3 carrefours. Et voilà. Enfin, c'est étonnant. Et il y a un texte en fait qui reprend des extraits de ces journaux et qui les met en scène en fait. Donc c'est un texte de littérature, mais en même temps, c'est comme si on avait des personnages en scène complètement délirants. C'est vraiment très étonnant. Voilà pour l'essentiel sur nous. L'esprit d'escalier, j'ai l'esprit d'escalier. Sur quoi j'ai construit ce dossier Quignard ? Sur un titre et une phrase. C'est suffisant, avec un titre et une phrase, faire un livre. J'ai un livre entier. Le titre, c'est alors dans le mètre linéaire ou les mètres linéaires que prennent les œuvres de Quignard dans nos bibliothèques, c'est ce petit récit qui me montre sur le bout de la langue. Je sais que quand j'ai lu ça il y a très longtemps, je me suis dit, ah voilà quelque chose sur lequel je veux revenir. J'y reviendrai. Le nom sur le bout de la langue. Le nom sur le bout de la langue. Oui, voilà. Qui a été publié la première fois chez Chandelle, qui maintenant est en poche. En folio, ouais. Chez Gallimard. Et qui est déjà lui-même, enfin, c'est un tout petit texte, hein, avec un prologue où il raconte les circonstances dans lesquelles il a inventé, il a écrit ce livre. Un conte. Parce que chez Quignard, il y a du récit, et il y a des bribes de récit, et il y a des contes. Et puis un essai, puisqu'on est toujours aussi à la frontière du récit et de la réflexion, etc. Et donc, le nom sur le bout de la langue, ça veut dire ce qui est le langage qui est au bord, enfin là où on n'arrive plus, là où il manque, là vous savez, là où on commence une phrase parce qu'on a, on est fier de la majuscule et on se demande si on va arriver jusqu'au point final. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être au bord du langage ? Ce qui est ma question. Au moment où on a du mal à aller jusqu'au bout parce qu'on est sur quelque chose d'essentiel et quelque chose qui là est vital. Le conte montre comment ce nom qui manque, ce nom qui est presque là, ce nom qu'il faut arriver à prononcer, c'est un nom qui décide de la vie et de la mort des personnages. C'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que le langage, c'est une question de vie ou de mort. De toute façon, on vit avec ça. On vit avec un corps, on vit avec du langage, et on a besoin que les deux soient bien. Sinon, on est en mauvais point. Donc ça, c'était la première idée à partir de laquelle je voulais construire ce numéro. Et encore une fois, un récit qui me hante depuis des années. Je ne sais plus de quand il date, mais des années. Et puis, la deuxième idée, c'est une phrase que j'ai découverte dans Les Désarçonnés. Les écrivains sont les 2 fois vivants. Si on essaie 2 fois, c'est ça qui m'intéresse. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ma naissance, elle est loin derrière moi. J'espère qu'elle est encore devant moi. Donc j'espère que le travail qu'on peut faire, comme artiste, comme penseur, comme poète, comme etc., le travail qu'on peut faire, un travail sur soi, un travail à la limite de soi, un travail avec les autres, etc.,
c'est aussi une manière de devenir un jour vivant, et peut-être de naître, du verbe naître, Enaï chapeau théâtre. En tout cas, c'est une autre de mes hantises. La première hantise, c'est qu'on travaille avec des choses qui sont à la limite du possible. Et c'est ça qui est commun aux poètes et aux penseurs. C'est qu'on est à la limite du possible. C'est là où il y a le plus important. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est là-dessus qu'il faut raconter. C'est là-dessus qu'il faut penser. C'est là-dessus qu'il faut écrire. C'est là où on peut à peine. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est une question pas de vie ou de mort. Je dirais plus ça maintenant. C'est une question de vie ou de naissance. La naissance est en question avec nous. Qu'est-ce qui me permettra de naître une deuxième fois? Et c'est là où un travail d'écrivain rejoint un travail spirituel. C'est ça. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un travail d'équipe, ce faisant. Ah oui, c'est très important. C'est très important. Quand j'ai dit rencontre, j'ai dit rencontre quand j'ai organisé ce numéro, cette journée, mais c'était aussi une rencontre entre nous. Ah oui. Alors je suis philosophe, vous avez compris, je suis philosophe. Mais dans le mot philosophe, il y a le mot philia. Je ne pourrais pas travailler s'il n'y avait pas ce mot-là. Et j'ai trouvé ça, j'ai eu la chance, en tout cas, une des chances que j'ai eues dans ma vie, c'est de travailler avec des gens avec qui je m'entendais bien, et qui n'étaient pas uniquement de Montserrat. Qui n'étaient pas uniquement des spécialistes de philo, qui étaient des gens qui venaient d'horizons différents, et avec qui on avait ça en commun, une espèce de manière de chercher l'essentiel, et puis des amitiés qui se nouent. J'espère que ça se sent. Une revue, c'est aussi un travail collectif. C'est pas une addition de textes. Un travail collectif, polyphonique, avec la diversité des voix. Parce qu'on est très divers. Et heureusement. C'est juste, si j'ai bien compris, vous allez refaire une autre vue différente. Oui, alors, les circonstances... Je suis en train de penser à ça parce que c'est un peu la réflexion de Vincent Pellissier. Il en est où? Il en est pas décidé, mais avoir envie. Ouais. Alors, ouais, il se trouve que j'ai déjà la couverture, le titre, une esquisse de sommaire, voilà, mais après j'ai pas encore réuni ceux que je veux mettre dans le comité. C'est compliqué parce que Corlevour est traverse, non pas, c'est pas qu'on a des difficultés, j'irais jusqu'à dire que c'est chronique, on en a tout le temps, en tout cas des difficultés financières, mais là on va dire concret, tout simplement lié à la diffusion et la distribution. On va perdre notre diffuseur-distributeur là dans les 6 mois qui viennent et il faut qu'on en trouve un autre. Et ça, c'est... Et si j'ai pas de diffuseur-distributeur, je lancerai pas de deuxième revue. Voilà. Je ne reprendrai pas mon bâton de pèlerin pour faire moi-même la diffusion et la distribution. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, il faut d'abord que je règle ça. Et en même temps, la deuxième revue, d'abord on va jusqu'au numéro 50, donc il nous reste 4 numéros, il y a du travail, il y a du pain sur la planche. Et la deuxième revue, donc que j'envisage d'appeler Achille, elle est prévue pour octobre 22. Donc on a le temps encore. Voilà. Et il me plaît de la rêver pour le moment. Elle ne verra peut-être jamais le jour. Voilà. Et ce que je ne comprends pas, c'est que en tant qu'éditeur, vous avez un distributeur diffuseur. Ah oui, mais on peut aussi n'en avoir pas. Corlevour n'a un diffuseur et distributeur que depuis 6 ans. Avant 2012, j'en avais pas, je faisais moi-même. Oui, ce que je veux dire, c'est que le distributeur diffuseur, il ne peut pas s'occuper aussi de la revue. Ah si. Si, mais je n'en aurai plus dans les 6 mois qui viennent, sauf si j'en trouve un autre. Donc je suis en train de faire les démarches nécessaires, etc. Mais c'est comme on pèse rien financièrement, il faut être très clair.
La diffusion et la distribution, vous le savez, c'est surtout chez les très gros. On me demande combien de titres par an, combien. Voilà, après on en parle d'argent en fait, hein, on parle plus de poésie et de littérature. Hein. Voilà, pour être très clair. Et là où j'étais d'ailleurs jusqu'à présent, j'étais même pas en direct chez ce diffuseur, j'étais en relais diffusion. Vous voyez, c'était un autre éditeur qui me prenait sous son aile, lequel est viré de son diffuseur. Voilà, et il va y avoir beaucoup d'éditeurs sur le carreau là dans les 6 mois qui viennent sans diffuseur, donc c'est une période un peu étonnante. Voilà.